Capsule 10, le contrôle politique du gouvernement. Cet intitulé ne constitue pas une appellation contrôlée et de fait, on ne la retrouve dans aucune des constitutions francophones comparées. Mais si on l'utilise, c'est pour distinguer, comme on l'a déjà dit, la spécificité de ce type de contrôle qui atteste véritablement de la nature même du contrôle parlementaire, qui est d'exercer une pression politique sur le gouvernement sous peine, dans certains cas, de le renvoyer et sous peine également, en sens contraire, qu'il puisse lui-même mettre en cause son existence du fait de la dissolution que pourra réaliser, que pourra décider le gouvernement en permettant désormais le retour aux élections générales. Et de fait, le contrôle politique caractérise parfaitement le contrôle de l'action du gouvernement, en ce sens que dans ce contrôle, c'est l'existence même de l'activité gouvernementale, de la fonction exécutive qui va être en cause. Il en est ainsi depuis l'origine des temps et l'histoire joue ici nécessairement un rôle important. C'est ce que l'on verra en examinant tour à tour le fondement du contrôle et d'autre part ses modalités. Grand A, le fondement du contrôle. On l'a dit, ce fondement est d'abord historique. Il trouve en effet le contrôle politique, trouve son origine dans la démocratie anglaise, pour aller vite. C'est-à-dire que c'est précisément dans la formation du régime anglais que l'on a vu émerger progressivement le thème d'un contrôle politique qui va jusqu'à remettre en cause l'existence du gouvernement par une technique de renvoi de celui-ci, obligeant le gouvernement à présenter sa démission et le chef de l'État à désigner un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement. Tout dépend évidemment de la nature du régime. On y reviendra selon qu'il est parlementaire ou cette conséquence est absolue, ou selon qu'il est parlementaire ou selon qu'il est présidentiel, ainsi que vous l'avez vu avec le professeur Albert Lourdes. Toutefois, de ce premier point de vue des fondements, il est clair que le contrôle politique naît de cette volonté des premiers parlements d'apparaître comme un contre-pouvoir, même si c'est des conseils de vassaux, à l'action du prince, du monarque, et de limiter ainsi l'arbitraire du pouvoir. Et précisément, c'est la deuxième phase, le déroulé de la formation de ce régime anglais à travers la notion de régime représentatif qui caractérise cette démocratie anglaise et qui caractérise le mandat représentatif qui est celui des représentants de la population au Parlement, eh bien, on va voir progressivement se constituer un socle de contre-mesures, de contre-pouvoirs à cet arbitraire qui vont obliger le gouvernement soit à reculer, soit à changer sa politique. Tout ceci part en effet du XIIIe siècle avec l'instauration du Parlement modèle et l'adoption de la Magna Carta par le Magnum Concilium. Auparavant, on le sait, le régime était essentiellement féodal. Et donc, le roi, comme on l'a déjà dit, pouvait tout faire, sauf évidemment ce qu'il ne pouvait pas faire, c'est-à-dire transformer un homme en femme. Mais on sait aujourd'hui que tout cela est possible grâce aux mutations technologiques. Peu importe. L'essentiel est ici que le régime féodal va présenter un coup d'arrêt avec l'apparition du constitutionnalisme. Après donc l'adoption de la Grande Charte, vont suivre toute une série de mesures avec notamment au XVIIe siècle l'adoption du Petition Act 1628, l'adoption du Bill of Rights 1689, l'adoption de l'acte d'établissement en 1701, autour desquels
va se former un bloc de prérogatives parlementaires face aux prérogatives royales. Le but est de consolider, de renforcer l'autorité du Parlement face à l'arbitraire du pouvoir royal et notamment en lui arrachant progressivement le consentement à l'impôt, en lui arrachant progressivement l'autorisation de déclencher une guerre et d'autres activités qui vont apparaître progressivement. On voit ici que le fondement du contrôle trouve ses racines dans l'histoire constitutionnelle et en réalité, c'est précisément parce que ce contrôle devait arriver que est apparue l'institution du Premier ministre en Grande-Bretagne. Parce qu'en effet, pour éviter d'être sous le coup d'une procédure pénale, le Premier ministre anglais s'est trouvé dans l'obligation de démissionner. On peut dire que la responsabilité politique était née et que le gouvernement pouvait être renvoyé, obligeant ainsi à un changement de gouvernement. Quelles sont donc, grand B, les modalités de ce contrôle politique? Nous sommes ici au point le plus élevé du contrôle de l'action gouvernementale. Et de fait, on observera tout d'abord que les modalités qui sont envisagées du contrôle politique, on répète, sont elles-mêmes très diverses. Ce sont des modalités qui pouvaient occuper le prisme de l'interpellation politique jusqu'à celui du renversement du gouvernement. Mais la plupart des constitutions détaillent aujourd'hui les modalités de ce contrôle politique à travers l'exemple typique, l'exemple symptomatique de la motion de censure. En réalité, le contrôle politique va au-delà de la motion de censure. Certes, celle-ci est extrême par ses conséquences, et nous verrons en effet ici, dans les modalités, d'une part, quelles sont celles-ci, et d'autre part, quelles sont les conséquences de leur mise en œuvre, pour apercevoir tout cela dans le détail. Tout d'abord, les diverses modalités. Les diverses modalités sont constituées par trois séries de moments que l'on appelle la confiance, la motion de censure et la défiance. Ces trois moments correspondent généralement à trois dimensions du contrôle politique que l'on ne trouve pas toujours formulées de la même manière dans les systèmes politiques comparés, mais qu'on retrouve d'une certaine manière, à savoir que le gouvernement va d'abord, premier point, rechercher la confiance en faisant au moment de son investiture une déclaration de politique générale ou une déclaration sur son programme socio-économique en général. Et à la suite de cette présentation, il va demander la confiance de l'Assemblée. Bon, on verra dans les suites que dans de nombreux cas, même lorsqu'il fait face à une opposition forte, il a une présomption de caractère favorable et il y a peu de doute que la confiance lui soit refusée. Le deuxième cas est celui typique alors de la motion de censure. Signifie que, évidemment, le gouvernement va, sur la base d'un texte qu'il a soumis et qui rencontre des discussions qui rencontre des difficultés dans la discussion, soit devant une assemblée, soit dans le cadre de la navette entre les deux assemblées, va pousser le Parlement à faire une motion de censure en déclenchant donc cette procédure. Eh bien, dans ce cas, le gouvernement va chercher la défiance, eh bien, en provoquant cela. Et dans ce cas, dans les 24 heures, ceux qui sont opposés au texte doivent déposer une motion de censure qui sera examinée par l'Assemblée dans les 48 heures. Il y a ici une période qui constitue une sorte de délai de validité pour permettre aux parlementaires de réfléchir sur la gravité de la situation. Il s'agit tout de même de créer une crise politique et donc, de ce point de vue, de favoriser encore des discussions, notamment au sein de la majorité pour renforcer et conforter celle-ci autour du gouvernement. La motion de censure
doit être voté soit à la majorité absolue, soit une majorité renforcée, soit même dans certains régimes francophones africains, à la majorité des voix. Enfin, troisième modalité dans laquelle l'initiative d'un renversement du gouvernement va être prise par le Parlement lui-même. Nous sommes alors ici dans l'entièreté de la fonction de contrôle politique du gouvernement, dans la mesure où les parlementaires de l'Assemblée concernée prennent l'initiative. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle celle-ci ne peut pas se répéter continuellement dans le temps de la session. Elle est limitée dans le temps en fonction des sessions. Dans le cadre de la législature, il va prendre l'initiative de déposer une motion de censure en vue de renverser le gouvernement. Il est vrai que par cette technique de contrôle, qui souvent peut apparaître comme une non-technique ou une technique formelle, l'opposition n'a pas les moyens. Mais pour manifester sa présence ou pour prendre date en quelque sorte, elle va déposer une motion de censure qui sera évidemment rejetée, et de façon à tenter de remettre en cause la vie du gouvernement. En tout état de cause, ces modalités diverses portent sur le type de légitimité qu'un gouvernement peut avoir devant les chambres. Alors, lorsque la majorité est solide, il ne fait pas de doute qu'elle va faire bloc autour du gouvernement. Il s'agit d'ailleurs souvent de la majorité présidentielle, et donc le Premier ministre apparaît ici comme le fusible du président, et en tant que chef formel, cette fois-ci dans le régime parlementaire de la majorité, il va bénéficier de cette confiance. Même lorsqu'il fait face à des remous internes au sein de sa majorité, ceux-ci vont devoir se taire, prendre au rang et ne pas participer à la motion de censure, puisque au cours de ces procédures de défiance ou de vote de confiance ne prennent pas part au vote les députés qui sont favorables évidemment au gouvernement. Seuls prennent part au vote les députés favorables à la motion de censure présentée. Alors évidemment, quelles sont les conséquences? Elles sont terribles. Elles sont terribles. Que le régime soit, d'ailleurs dans le cas du régime parlementaire en particulier, dans le régime présidentiel, nous ne sommes pas devant cette situation parce que c'est un régime, au moins officiellement, de séparation stricte, dans lequel, certes, le Premier ministre a un rôle purement formel, il ne devrait pas exister, mais il existe. Et dans ce cas, l'Assemblée ne peut être dissoute et du même coup, le Parlement ne peut renverser le gouvernement. Il y a donc, en réalité, la nécessité pour l'exécutif de se disposer au sein du Parlement d'une majorité forte qui est constamment renouvelée par les votes sur les projets de celui-ci. En revanche, dans le régime parlementaire, les choses sont particulièrement graves. Et en fait, le régime parlementaire qui est à l'origine de l'institution parlementaire présente ici la gravité que dans le cas 1 de la motion de censure, le gouvernement est renvoyé. Le Premier ministre doit présenter sa démission au président de la République, qui doit l'accepter et qui va nommer un autre Premier ministre, car ce serait une sorte de faute grave à l'encontre du Parlement que de nommer le même Premier ministre. Il va donc pouvoir, s'il dispose d'une bonne majorité, désigner un autre Premier ministre et un autre gouvernement. Mais, dans le deuxième cas, ce renvoi du Premier ministre et du gouvernement peut avoir pour conséquence le renvoi du Parlement. Le Premier ministre va pouvoir demander au président la dissolution du gouvernement. Le président va dissoudre le Parlement et donc il va y avoir de nouvelles élections générales. Et les parlementaires, notamment les députés, n'aiment pas toujours cela parce que le retour à l'élection provoque toujours, chacun peut le concevoir, un certain stress après une période de stabilité. Mais au-delà de l'humour qu'il faut faire ici, il faut simplement dire que ces conséquences imposent que l'on prenne conscience que le contrôle politique est possible et dans le cadre de majorités qui font face à des oppositions de plus en plus fortes, des gouvernements pourront un jour faire l'objet de ce contrôle politique dans les régimes comparés et être ainsi renvoyés. Je vous remercie.